et je suis heureux de vous accueillir pour ce colloque autour de l'œuvre d'Hubert Damisch. Merci d'être déjà si nombreux si tôt le matin. Nous sommes très très contents de pouvoir monter cet événement. Nous espérons que la santé d'Hubert Damisch nous permettra de nous rejoindre à un moment de ces 2 journées. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous le regretterons, mais en tout cas, comme cet événement est filmé, on est sûr qu'il pourra visionner nos échanges, et c'est très important. De toute façon, il ne s'agit pas d'une célébration, je pense qu'Hubert détesterait cela. Nous n'arrivons pas avec des encensoirs ni des briquets comme dans un concert de rock, mais plutôt avec des bouquets de questions pour vraiment lui témoigner combien son œuvre a une fécondité heuristique et joue un rôle de stimulant durable pour nous tous. L'autre chose que je voulais dire très brièvement, c'est que je suis particulièrement heureux que cette rencontre ait lieu dans l'auditorium de la Galerie Colbert. Je ne sais pas, un certain nombre d'entre vous ignorent peut-être, surtout les plus jeunes, que Hubert Damisch avait joué un rôle essentiel dans les réflexions sur la création d'un institut en France. Il avait été associé aux travaux de ce qui s'était appelé, dans un projet lointain, l'Institut international d'histoire des arts, projet qui fut mis sauvagement au panier par un gouvernement antérieur, et cet échec avait beaucoup affecté Hubert. Ensuite, le flambeau avait été repris par Michel Laclotte, et je faisais partie de sa petite équipe, et je sais que Hubert était un petit peu inquiet de la tournure que prendrait la nouvelle version, qui avait changé de nom, c'était devenu, vous le savez, Institut national d'histoire de l'art, et il avait des craintes que cette nouvelle entité devint une machine sectaire, ou au moins en tout cas plutôt inféodée à une certaine histoire de l'art. J'espère, en tout cas vraiment de tout cœur, je lui dis, au moins à travers la caméra, et je pense qu'il le sait maintenant, et cette manifestation en est, je pense, une preuve, ce n'est pas le but, et je pense que ce n'est pas le cas. Cette maison est ouverte à tous, et elle est, je crois, assez ouverte à la sensibilité qu'il a représentée. Nous avons eu l'occasion aussi d'organiser ensemble des travaux aussi à la Fondation Hartung Bergman. Vous savez peut-être aussi que depuis peu, Régis Michel nous a rejoints et organise un cycle de conférences intitulé La ligne générale, et vous y êtes cordialement invités. Voilà. Je suis donc très très heureux que cette rencontre autour de l'œuvre d'Hubert Damisch se tienne, et je passe la parole à mes compères, donc Georges-Édouard Huberman et Giovanni Carreri, qui ont été les principaux artisans scientifiques de cette manifestation. Merci. Et un tout dernier mot aussi, au nom de l'INHA, je remercie ceux qui ont aidé à la logistique, Marina Kerr, et à la régie, et c'est lui qui sera aux manettes pendant ces 2 jours, Maxime Grel, et un mot particulier à Thierry Damisch, qui a, pour cette occasion, vraiment produit des inédits que vous aurez l'occasion de visionner avec nous tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci à l'INHA qui nous offre cette possibilité de ces colloques. Les remerciements sont faits, donc je ne veux pas les répéter, mais je m'y associe de tout cœur. Et donc Hubert Damisch n'a pas fondé d'école, il n'a pas non plus d'élèves au sens strict académique du terme, mais on ne peut pas dire qu'il a été un chercheur isolé. Dès la fin des années 60, il a réuni autour de lui un groupe d'historiens de l'art, parmi lesquels Jean Clé, Yves Alambois, Jean-Claude Lebenstein et d'autres, qui seront les fondateurs de la revue Macula et des éditions du même nom.
déjà, à cette époque, le travail de Damisch est pris dans un va-et-vient entre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait alors l'art moderne, d'ailleurs Hubert l'appelle toujours comme ça, l'art moderne, et l'art du passé, notamment la Renaissance. Que l'on ne puisse pas regarder un tableau ancien sans en passer par l'expérience de l'art moderne est l'un des points fondamentaux que Damisch partageait avec les premiers cercles de chercheurs réunis autour de lui. Comme plus tard il était élu directeur d'études à l'école des hautes études, les petits groupes s'étaient déjà en partie dispersés, pour des raisons diverses, mais son séminaire était devenu un point de repère pour ceux qui étaient insatisfaits d'une histoire de l'art nationaliste, traditionnaliste et patrimoniale, celle qui était dominante alors dans les universités. Dans ces séminaires de la fin des années 70 et pendant plus de 20 ans, Hubert Damisch a ouvert l'histoire de l'art à un dialogue critique avec la sémiotique, l'anthropologie structurelle, la psychanalyse, la philosophie, l'esthétique. En arrivant en 1983 dans les séminaires de Damisch, je me souviens avoir été dans un premier temps irrité par sa manière de poser une question, d'ouvrir ensuite une autre question à l'intérieur de la première, et ainsi de suite. J'ai compris plus tard que dans cet art de la pensée qui retarde la solution des problèmes, en complexifiant la question, il y a une forme de sagesse. Pour moi, ça a été une invitation à ne pas me précipiter sur les œuvres armées d'instruments grossiers et inadaptés. Enseignement zen, dont je suis très reconnaissant. À partir des années 80, en France, Damisch se retrouvait malgré lui incarner l'alternative à l'histoire de l'art de Paris IV, et la confrontation a été très dure. Il a assumé le rôle d'anti-Chastel avec une détermination et un courage qui encore aujourd'hui demeurent en alerte. Il n'était pas seul, puisqu'à l'HESS l'avaient rejoint d'autres rebelles, Louis Marin, Jean-Claude Bonne, Daniel Arras, puis Georges Huberman, Éric Michaud, André Günther et moi-même. Ces nouveaux groupes, plus institutionnels que le premier, constituent le Centre d'histoire et théorie de l'art, qui aujourd'hui est une partie du CRAL. Malgré son goût pour la solitude et son allergie pour l'administration, Damisch a donc été à sa manière un fondateur, et nombreux sont ceux qui, en dehors de ce petit groupe, se sont reconnus dans ses positions. Parmi les raisons du colloque, il y a la tâche de prendre la mesure d'un changement qui s'est produit à peu près vers la fin des années 90, et qui est devenu sensible dès la fondation de l'Institut national d'histoire de l'art. Philippe Sénéchal le rappelait, et d'une certaine manière, sa prise de parole, elle en témoigne, c'est-à-dire que les choses ont beaucoup changé. L'attention à l'art contemporain s'est accentuée, le débat théorique s'est amplifié, et il a été valorisé en tant que tel. La frontière entre histoire de l'art et anthropologie est devenue un lieu d'élaboration très important. D'une certaine manière, on pourrait dire que certaines des idées de Damisch se sont diffusées, mais en même temps, elles se sont transformées, elles ont changé d'aspect. Nous allons tenter de faire un bilan de ces transformations en essayant de relire Damisch à partir d'aujourd'hui, un moment dans lequel les théories des images se multiplient et se diffusent, mais est-ce que ces théories de l'image, entre ces théories de l'image et l'approche que celui de Damisch a des objets qu'il appelle théoriques, et donc la complexité singulière s'impose sur la généralisation, et pas aussi un écart sur lequel il nous faut réfléchir. Il y a un deuxième phénomène que je voudrais évoquer en introduisant ces colloques. Damisch a voulu nommer sa démarche iconologie analytique. Il a aussi inventé l'expression objet théorique, que personnellement j'aime beaucoup. Mais malgré leur pertinence, ces dénominations ne se sont pas vraiment imposées. La raison de cet insuccès par rapport à des marques de fabrique puissantes comme Iconic Turn, Visual Studies, Bildwissenschaft pourrait faire l'objet d'une réflexion à soi. En partie, cela dépend de l'investissement financier et intellectuel considérable des universités américaines, d'abord, puis allemandes et suisses, dans la construction d'une nouvelle histoire de l'art qui aujourd'hui apparaît comme dominante. Mais Damisch a toujours été peu désireux de faire école et encore moins de s'enfermer dans une marque. En partie, sans doute, cela dépend de la complexité d'une pensée qui avance en tirant de bord comme un bateau à voile contre le vent. Chacun des participants au colloque est invité donc à croiser à sa manière ces bateaux. Et je le dis donc pour que les choses soient claires, certaines communications porteront directement sur la pensée, sur l'œuvre de Damisch, d'autres
sous celle que ses pensées et ses travaux ont d'une certaine manière engendré, rendant possible des parcours autonomes mais croisés sur cette route sinueuse qu'est celle d'Amish. J'évoquais la Bildwissenschaft et l'Iconic Turn et je voudrais introduire un dernier point et qui est une autre raison de ces colloques, les rapports d'Hubert d'Amish et de son travail avec l'Amérique. D'Amish aime l'art américain, l'architecture américaine, le cinéma et la musique américaine, surtout le jazz. Et sans doute, c'est aux États-Unis qu'il a été le mieux lu et commenté. Ce n'est pas un hasard si c'est en Amérique que sont partis certains de ses anciens élèves qui aujourd'hui sont parmi nous et qui ont des rôles très importants aux États-Unis. Comment s'est faite la transduction d'Amish en Amérique? Et encore, quel rapport des différences et des ressemblances entre les idées et les méthodes et j'ai perdu ma feuille. Bon, très bien. Je vais improviser. Entre les idées et les méthodes telles qu'elles nous reviennent, disons, des États-Unis, et les hypothèses qui sont au cœur du travail d'Hubert. Donc, à juger très rapidement, on pourrait dire qu'aux États-Unis et surtout en Allemagne, on découvre aujourd'hui, en suivant tout à fait des chemins différents, des questions qui ont été traitées par D'Amish et par d'autres en France depuis 30 ans. Par exemple, la question béniaminienne de l'anachronisme ou celle du sujet. À regarder de près, pourtant, malgré les ressemblances, ces questions ont changé d'aspect et ces changements méritent aujourd'hui que nous méritent attention puisqu'ils nous posent devant des nouveaux défis. Comment intervenir sur la frontière sensible et féconde qui sépare et réunit le domaine de l'image et celui de l'art? Comment remettre au centre du débat une histoire de l'art centrée sur l'intelligence des œuvres, sur le travail de l'art? La réponse, je le dis, ne viendra pas à la fin de ces colloques. Nous allons alimenter la question et la rendre plus précise et actuelle. L'enseignement zen d'Hubert nous y engage. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Georges. Ce colloque n'est évidemment pas le premier qui a été consacré à l'œuvre de Hubert d'Amish. Peut-être, cependant, c'est le premier, si je ne me trompe pas, qui apparaisse d'abord comme l'expression claire de la dette contractée par le Centre d'histoire et théorie de l'art, ou des arts, à l'égard de son fondateur. Donc, c'est la moindre des choses, je voudrais dire la moindre des politesses, à l'égard d'une œuvre qui nous a tellement donné intellectuellement et institutionnellement, même si l'institution en cause est proprement minuscule. Il était cohérent que l'Institut national d'histoire de l'art s'associe à un tel hommage, et je crois que c'est un signe très heureux d'un apaisement des anciens conflits intellectuels qui ont marqué, disons, l'époque André Chastel. Je trouve un peu moins compréhensible que l'École des hautes études en sciences sociales ne s'engage pas totalement jusqu'au bout, si j'ai bien compris, dans cet hommage. Mais moi, je sens que c'est un signe. Il y a une situation intellectuelle tendue, conflictuelle, sans trop le dire, dont Hubert d'Amish a connu parfaitement toutes les phases, en fait, depuis l'époque où Pierre-Franck Castel avait été invité par Lucien Febvre à intégrer la 6e section de l'École pratique des hautes études. Cette situation, ce symptôme, on pourrait dire, marque les relations entre la discipline royale, j'emploie les mots de Deleuze et Guattari, la discipline royale de l'histoire, et sa polymorphe consoeur, sa consoeur excentrique ou nomade, pour reprendre les termes de Mille Plateau, qu'est l'histoire de l'art. S'il y a histoire, de quoi est-ce l'histoire? Vous trouvez ça dans l'origine de la perspective, page 22. Voilà, c'est ce que Hubert d'Amish, à chaque fois, s'est demandé à lui-même, et puis aussi le demander aux autres, et sur le ton de la rigueur la plus tranchante. C'est une question fondamentale, et c'est la raison pour laquelle elle a ce petit côté très énervant dans l'esprit de ceux pour qui elle est réglée d'avance.
histoire-théorie. L'histoire-théorie. L'histoire-théorie de l'art pratiquée par Hubert Damisch. En fait, elle nous sollicite constamment parce que, comme tu viens de le dire, à chacun à sa façon, on va certainement tous le redire dans ce colloque, repose constamment de nouvelles questions. Alors, constamment, alors question sur question. Prenez une phrase de Hubert Damisch dans n'importe lequel de ses livres. Il y a pas mal de chances pour qu'elle commence par une affirmation, mais une affirmation qui a valeur de questionnement. Le questionnement lui-même a valeur de questionnement vertigineux parce qu'on s'aperçoit qu'il est susceptible de tout emporter, de tout remettre en cause. Cette phrase, à ce moment-là, va se positionner avec force et autorité contre une autre autorité. Donc c'est une phrase qui va trancher. Puis, elle va envisager des solutions et au moins des hypothèses. Et assez vite pourtant, elle va modaliser toutes ces expressions, à moins que pour ne pas dire que c'est une chose si, c'est une autre que, etc. Enfin, tout ça dans la même phrase. Et puis finalement, elle va reposer une nouvelle question, même si cette question ouvre une brèche dans la position qui avait été énoncée au début de la phrase. Ce qui est frappant dans ces phrases qui me reviennent en mémoire, c'est que l'autorité est là, avec son caractère tranchant, mais aussi l'inquiétude avec son caractère suspendu. Les deux choses en même temps. Cette phrase, ce phrasé de la pensée, en réalité, ne cesse jamais de problématiser, c'est-à-dire de se problématiser elle-même, ce qui veut dire qu'elle ne se simplifie pas la vie, et d'ailleurs, elle ne nous simplifie pas la vie non plus. C'est justement comme cela qu'elle ouvre des perspectives, si vous me permettez de jouer sur les mots. Disons, qu'elle ouvre cette pensée des possibles. Le jour où j'ai découvert en 1972 ou 73 dans une librairie de Lyon où je faisais mes études, Théorie du nuage, et pas très loin de là d'ailleurs, un peu plus tard en 76-77, les premiers numéros de la revue Macula, j'ai tout de suite compris que c'est là que se passait quelque chose de décisif dans l'histoire de l'art en France, à la croisée des disciplines philosophiques et des sciences humaines. En ce sens, donc, Hubert Damisch a été, pour moi, mais pour beaucoup d'autres, ce que je nommerais un maître des possibles. S'il y a histoire, de quoi est-ce l'histoire ? Donc, s'il y a histoire, depuis quelle mise en récit, depuis quelle position de sujet, depuis quelle présupposition sémiotique, depuis quel jeu de langage constituez-vous votre histoire ? Hubert Damisch, maître des possibles, c'est celui qui aura problématisé la construction de ces objets historiques à travers l'inévidence, c'est-à-dire la réflexion, mais dans les deux sens du mot, mais aussi la réfraction, l'angle d'incidence, la projection, etc., de quelque chose qu'il nommait justement des objets théoriques. Or, les objets théoriques ne sont pas tout armés de la cuisse de Jupiter, je veux dire qu'ils n'émergent pas dans l'espace intemporel de pure nécessité de la raison. Les objets théoriques naissent de l'urgence actuelle, qui est souvent celle d'une situation de conflit. Donc Hubert Damisch a fait lever des objets théoriques, ces objets théoriques, dans l'urgence de certains conflits esthétiques. Il y en a beaucoup. Par exemple, si vous regardez dans Fenêtre jaune cadmium, il y aurait à voir comment il se situe dans les conflits entre une certaine idée de la forme et une certaine idée de l'informel, comme il l'appelle. Et il nous a donc donné à comprendre, dans son enseignement à l'École des hautes études, que chaque objet d'histoire de l'art, dans chaque objet d'histoire, il y a une urgence actuelle autant qu'une mémoire. Et c'est en cela que le fait de revisiter les expériences de Brunelleschi avait véritablement, à la fin des années 70 et durant donc toute la décennie 1900 des années 80, puisque l'origine de la perspective a été enseignée de très nombreuses années avant de paraître en 1987, si je me souviens bien,
cette revisitation d'expérience du XVe siècle avait quelque chose d'un geste littéralement avant-gardiste. D'autant qu'il ne cachait pas ses liens vivants avec des choses tout à fait contemporaines, que ce fut avec la procédure de tressage chez le jeune, à l'époque, jeune peintre François Rouen, ou bien la pensée géométrique de Pierre Rosenstiel, envisagée conjointement avec les exercices de la topologie lacanienne. Je me souviens que cette façon résolument contemporaine d'envisager l'histoire et de décloisonner le champ esthétique était dans ces années-là, 1970 et 1980, considérée comme une particularité, si ce n'est une bizarrerie, pire encore, une hérésie, ou alors pire encore, un effet de mode lié aux transgressions disciplinaires que l'on observait également chez Roland Barthes ou Jacques Derrida, chez Jean-François Lyotard ou Gilles Deleuze, et puis plus proche chez Christian Metz ou Louis Marin, par exemple, à l'école. Le signe tangible de cette situation, c'est tout simplement que les disciples de Hubert Damisch ont eu alors de grandes difficultés à trouver du travail dans le domaine de l'histoire de l'art universitaire, tout simplement. Hubert Damisch a été un maître des possibles, et comme le rappelait Giovanni à l'instant, certainement pas un maître créateur d'écoles ou de courants mainstream, ce dont témoigne, je le répète, le côté perpétuellement minoritaire, donc un nombre extrêmement réduit de chercheurs de ce centre qu'il a créé, ce centre d'histoire et théorie de l'art. Moi, des années durant, les années qui passaient m'ont amené à l'idée que cette situation, cette position théorique n'était absolument pas minoritaire ou particulière ou hérétique ou rien du tout, tout ça. Pas du tout. En fait, la position de Hubert s'inscrivait tout au contraire dans le sillage de la véritable et de la grande mutation épistémologique qu'ont connue en Europe les sciences humaines et en particulier l'histoire de l'art dans les premières décennies du XXe siècle. Le fait de lancer un pont entre Brunelleschi et Mondrian, ou, comme le fait Jean-Claude Bonne, lancer un pont entre l'ornement médiéval et Matisse, ou, comme tu l'as fait, Giovanni, lancer un pont entre Le Bernin et Eisenstein, par exemple, en fait, cela n'a absolument rien de bizarre si l'on est attentif à ces phénomènes d'intempestivité dont l'histoire, depuis Nietzsche, par exemple, se voit traversée de toutes parts. Mais c'est exactement ce qu'ont dit Marc Bloch, c'est ce qu'a dit Marcel Mauss, c'est ce qu'a dit Warburg, c'est ce qu'a dit Benjamin. Et dès 1915, c'est comme cela pratiquement que débutait Karl Einstein dans Les guerres plastiques. Il écrivait, comme toujours ici aussi, un processus artistique actuel à créer son histoire. Ce qui paraissait auparavant dépourvu de sens a trouvé dans les plus récents efforts des sculpteurs sa signification, car ce qui prend de l'importance historique est toujours fonction du présent immédiat. Et voilà aussi pourquoi Franck Castel a jeté ses ponts entre Quattrocento et cubisme, Meyer Shapiro entre Moissac et l'art abstrait, ou Max Imdahl entre Giotto et Barnett Newman, par exemple. Et ce mouvement n'est réductible, ce mouvement, ni à ce qu'on pourrait appeler du papillonnage, d'une période ou d'une géographie à l'autre. Par exemple, dans Théorie du nuage, comment on passe du Corrège au peintre chinois Zhang Yangyuan, 9e siècle. Donc ce n'est réductible pas non plus à cet anachronisme que beaucoup d'historiens droits dans leurs bottes continuent de prendre en si mauvaise part. C'est une mise en question féconde de l'expertise territoriale des historiens de l'art, des historiens en général, par l'urgence théorique du présent. Et c'est ce que Walter Benjamin, je me permets de citer cette phrase, justement parce qu'il il fait intervenir des termes qui font débat, c'est ce que Benjamin désignait justement par les termes image et pénétration dialectique. Je cite, « La manière dont le passé reçoit l'empreinte d'une actualité plus haute est donnée par l'image en laquelle il est compris. Et cette
pénétration dialectique, cette capacité à rendre présentes les corrélations passées, est l'épreuve de vérité de l'action présente. Cela signifie qu'elle allume la mèche de l'explosif qui gît dans ce qui a été. Magnifique. Ce que dit là Benjamin sur la notion de temps vaut tout aussi bien sur celle de champ. Hubert Damisch a donc pleinement assumé, pleinement je ne suis pas sûr, mais a assumé la déterritorialisation inhérente à la reconnaissance du caractère excentrique de l'histoire de l'art. En cela, je le répète, justement en me posant une question et en modalisant, vous allez voir, il a joué véritablement pour beaucoup d'entre nous ce rôle de maître des possibles. Mais en disant cela, je ne dis encore pas grand-chose, je ne dis presque rien encore. Si on devrait réfléchir au-delà, on pourrait par exemple se demander à quelles conditions ou jusqu'à quel point cette expression même fait-elle sens, maître des possibles. Et peut-on jusqu'au bout être le maître des possibles? C'est-à-dire, peut-on maîtriser, peut-on avoir autorité sur l'émergence des possibles? Si Hubert Damisch est un maître réel, je le crois fermement, c'est un maître réel. Si l'on en croit par ailleurs Bataille parlant du réel ou Lacan parlant du réel, alors il faudra convenir de ceci, qui est paradoxal. Je dirais donc, je termine parce que j'ai parlé déjà trop longtemps, je m'étais promis de parler moins longtemps, donc je termine abruptement en paraphrasant la chute fameuse du texte de André Malraux sur le cinéma. Je dirais donc, par ailleurs, Hubert Damisch est un maître impossible.